Merci. Merci, bonsoir. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bonsoir aux internautes également qui viennent de se connecter pour cette dernière carte blanche de l'année universitaire, organisée, merci Michel, organisée conjointement avec l'Institut d'astrophysique et l'Union rationaliste. Et pour cette carte blanche, j'accueille avec un grand plaisir notre président de l'Union rationaliste, qui est... Vous m'entendez là ? J'entends un bruit derrière. Ah oui, il faut... Ouais. Le François Héran, président de l'Union rationaliste. Une petite seconde. Il faut tuer ce truc-là. Voilà. Voilà. Mille excuses pour ce petit détail technique inhérent à la technique sophistiquée que nous utilisons. Donc je disais que j'accueille François Héran. Bonsoir François, qui est président de notre association, l'Union rationaliste, qui va nous parler ce soir. Donc il est agrégé, je le présenterai rapidement, hein, mais le plus rapidement possible, parce que vous avez tous les détails sur Internet pour ceux qui ne le connaissent pas. Il est agrégé en philosophie, sociologue, il se présente comme sociologue, et il est sociologue, anthropologue et démographe. Son activité principale est liée aux migrations internationales, aux dynamiques démographiques et aux discriminations. Alors, inutile d'ajouter, vous l'avez compris, que son activité résonne tout particulièrement en ce moment face aux secousses de l'histoire en France et dans le monde. Et ces analyses ont dès lors une pertinence remarquable. Et donc, François nous fait part de ces observations, de ces analyses dont nous avons tout à fait besoin. Il a été directeur de l'INED et en 2017 est nommé professeur au Collège de France pour la chaire Migration et Société. J'ajoute qu'il préside aussi le conseil d'administration du Palais de la Porte Dorée. C'est fini ? Ah, alors c'est fini. Donc le Wikipédia n'est pas à jour et moi non plus. Donc lors de l'assassinat de Samuel Paty, il a pris position en faveur d'une conciliation entre liberté d'expression et respect des croyances. Et donc encore une fois, c'est une description très rapide parce que je ne veux pas prendre dans son temps de parole. Mais son dernier ouvrage, paru au Seuil, s'intitule « Immigration, le grand déni ». Mais ce soir, pardon ? Immigration, le grand déni. Déni. Comme nier, déni, un déni. Déni Papin, si vous voulez. Mais ce soir, François Héran nous parle de la mortalité infantile et juvénile au regard de l'attitude de l'Église et de la position nouvelle prise par Condorcet à la veille de la Révolution française. Merci François. Comment ? Voilà. Bien écoutez, merci infiniment pour cette invitation. Je vois que le public est assez facétieux et je vais donc vous proposer aujourd'hui une navigation entre la science, la démographie, les origines de la démographie, mais aussi on verra la littérature, par exemple un personnage comme Montesquieu. Pourquoi il faudrait que je mette ça comme ça J'ai mis le micro juste sous ma bouche. Est-ce que c'est mieux comme ça ? Parfait. Et donc, je vais d'abord commencer par quelques généralités sur les sciences de la population.
qui sont nés fondamentalement au XVIIe siècle, même s'il y a eu quelques précédents, comme toujours. Et je dirais que, évidemment, ce que font les sciences de la population, c'est d'abord de totaliser, d'offrir une vue globale, totale des populations, un inventaire des ressources humaines. Alors, on a déjà des inventaires à l'époque romaine, bien sûr, mais en même temps, ce qui est nouveau, c'est de prendre l'être humain comme unité de compte. Tout le monde compte pour un et chacun compte seulement pour un. C'est un peu un principe éthique de la démographie qui ne va pas de soi et sur lequel j'insiste. Et pendant longtemps, l'accès à la totalisation, c'était un privilège divin. Il y a un chapitre, il y a un passage assez étonnant dans la Bible où Dieu et Satan, dans une espèce de jeu assez pervers finalement, parce que l'Éternel est souvent pervers dans la Bible. Dans le premier livre des Chroniques, Satan pousse David à recenser les hommes en âge de porter les armes, et Dieu n'est pas contre. Mais une fois qu'il procède au recensement, David encourt la colère de Yahvé, et du coup, épidémie de peste et 70 000 morts, ce qui évidemment a tout de suite biaisé le fameux recensement. Et pendant très longtemps, le recensement de la population, c'était un monopole royal. Sous l'Ancien Régime, on a, à une exception près, malgré les efforts de Vauban qui étaient très en faveur d'un recensement, on n'osait pas effectuer un recensement parce que les populations redoutaient soit les agents du fisc, soit les agents recruteurs pour l'armée. Et c'est Napoléon, avec son pouvoir, qui a organisé le premier une série stable de recensements dans les années en 1 et en 6. Mais enfin, les recensements de Napoléon n'étaient pas publics, les résultats n'étaient pas publics. C'est la Restauration qui rend les recensements publics pour la première fois, de même que la Restauration a rendu aussi le budget de l'État public pour la première fois, ce qui n'était pas le cas. Necker l'avait publié à compte d'auteur, ça a été un succès phénoménal, mais ça n'avait pas été renouvelé depuis. Donc c'est quand même l'époque où on commence à avoir une vision totale des choses. En même temps, il y a l'idée que la démographie, qui ne s'appelle pas encore comme ça, le nom sera forgé en 1855, la démographie est quelque chose qui doit être accessible à tous. Les premiers recensements, c'est essentiellement les protestants qui font, et les académiciens des sciences, c'est l'Académie des sciences de Suède, nouvellement créée, qui organise un peu, grâce aux registres paroissiaux tenus par les évêques protestants, un premier recensement en Suède et même un sondage. Ils ont déjà l'idée d'un sondage représentatif. Voilà un peu voilà. Alors, je dirais, et ça c'est un peu un préambule, pourquoi dénombrer les populations ? On est assez influencé par la vision de Michel Foucault qui présente le recensement de la population comme une opération de souveraineté, une opération de contrôle de la société. Au fond, si on compte, si un État compte, c'est pour contrôler, c'est pour dominer. Et cette explication se retrouve totalement dans l'écrit d'un professeur au Collège de France, Alain Supiot, qui est un juriste. La gouvernance par les nombres est totalement imprégnée de cette thèse. Compter, c'est essentiellement dominer. En fait, c'est quand même plus compliqué que ça. Il y a d'autres motivations. C'est une des justifications actuelles, mais il faut identifier les besoins. Il faut allouer les ressources entre les communes, par exemple. La dotation globale de fonctionnement accordée aux communes, eh bien, elle est fixée en fonction du recensement. C'est la justification officielle actuelle. Mais il y a eu aussi pendant longtemps, et on le verra en détail, l'idée que recenser, c'est découvrir une sorte d'ordre caché du monde, dégager des lois. Alors ces lois peuvent être les lois de la Providence, qui fait tout au mieux, on verra ça, ou au contraire des lois tout à fait dégagées de toute influence religieuse, et c'est une question tout à fait intéressante. J'y reviendrai. Mais aux États-Unis, par exemple, on recense aussi parce que les minorités veulent être comptées, elles veulent compter. Et donc, du coup, il y a aux États-Unis, contrairement à ce qui se passe en France, il y a une véritable lutte pour le recouvrement, le taux de recouvrement maximum. Les minorités rivalisent dans une sorte de concours, avec des concours organisés dans toutes les communautés, au sens américain du terme. Ça peut être les paroisses, les quartiers, les associations, etc., les groupes religieux. Et puis, on peut aussi, évidemment, mesurer, parce qu'on a un idéal républicain d'égalité, par exemple, et on voudrait mesurer l'écart qui sépare l'idéal du réel, donc il y a une opération très, très concrète d'observation.
Mais j'insisterai sur un autre objet, et nous le verrons à quel point il a compté particulièrement en France, c'est que l'État se met à compter, à créer un état civil, à recenser, parce qu'il est obligé de rendre des comptes. Il compte parce qu'il doit rendre des comptes. Et on verra que ce sont les oppositions au gouvernement de Louis XV qui ont obtenu ce résultat, piqué au vif par un certain nombre de critiques de l'époque. L'État a organisé un système de comptage pour pouvoir rendre des comptes et réfuter des accusations de dépopulation qui fleurissaient à l'époque. On va voir tout ça un peu plus en détail. Cela dit, il y a des précédents intéressants sur l'idée de la totalisation. C'est un thème antique que pour prendre du recul, il faut s'élever au-dessus du monde, même physiquement. Le songe de Scipion chez Cicéron en est un bon exemple. Et là, vous avez cette pensée magnifique de Marc Aurèle qui dit citer Platon, bien que ce soit un texte qu'on n'a jamais retrouvé de Platon. Et voilà ce qu'il dit. Pour parler des hommes, il faut examiner les choses terrestres comme depuis un lieu élevé. Les rassemblements, les expéditions armées, les mariages et les ruptures, les naissances et les décès, le tumulte des tribunaux et les contrées désertes, la diversité des nations, les fêtes et les deuils, les marchés, tout se mélange et se contraste, et voir l'ordre qui en est. C'est un texte magnifique, hein, et j'espère que vous en entendez et écouterez d'autres au long de cette conférence. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Il y avait, on sait maintenant par des travaux qui avaient été faits à l'époque, mais aussi par des enquêtes de démographie historique, notamment à partir d'échantillons représentatifs des archives paroissiales, on sait maintenant que dans la France de 1740, sous Louis XV, eh bien, le royaume comptait 25 millions d'habitants. Aujourd'hui, la France en compte 67, la métropole. Eh bien, il y avait à l'époque, dans ce petit royaume de France, qui était quand même grand pour l'époque, il y avait 1 million de naissances contre seulement 678 000 aujourd'hui. Il y avait, dans ce royaume de 25 millions d'habitants, plus de naissances qu'aujourd'hui. Seulement, à l'âge de 11 ans, la moitié de ces enfants étaient déjà décédés. Et c'est ce qu'on appelait la vie moyenne, c'est un indicateur qui n'existe plus de nos jours, l'espérance de vie c'est autre chose, c'était l'âge auquel il y a autant de chances d'être vivant que d'être mort. On appelait ça la vie moyenne, et cette vie moyenne, eh bien, en 1740, elle était de 10 ans et demi. À l'âge de 10 ans et demi, la moitié de notre génération avait déjà disparu. Aujourd'hui, c'est à l'âge de 80 ans, vous voyez qu'on a énormément évolué. Alors le taux de natalité était considérable, 40 pour 1000, 40 pour 1000, 4%, donc c'est un taux qu'on retrouvait dans certains pays du tiers-monde dans les années 50, qui maintenant n'existe quasiment plus nulle part. Aujourd'hui, ce 40 pour 1000 est devenu 10 pour 1000. Le taux de mortalité infantile, au sens précis que les démographes donnent à ce terme, c'est-à-dire mourir avant le premier anniversaire, eh bien, était de 280 pour 1000 sous Louis XV, c'est-à-dire 28%. 28% des enfants mouraient dans la première année. Aujourd'hui, c'est 3,7%. Voilà un peu, et puis l'espérance de vie, évidemment, elle était complètement biaisée par cette distribution extrêmement distordue des âges au décès. 25 ans, mais ça ne veut pas dire grand-chose, l'espérance de vie et naissance de 25 ans, puisque là-dedans pèse dans cette moyenne, dans ce calcul, évidemment, toutes les mortalités précoces. Quand on regarde d'ailleurs la mortalité infantile en détail, c'est d'abord une mortalité des premiers jours, puis les premières semaines, et ensuite des mois suivants, mais une bonne partie de cette mortalité se concentre dans les premiers jours. Et puis il y a le problème des morts-nés, et ce qu'on appelle en démographie les faux morts-nés. Les faux morts-nés, ce sont des enfants qui ont respiré, qui sont nés vivants, mais qui meurent ensuite avant d'être déclarés à l'état civil. Et pendant longtemps, c'était un gros problème de savoir si on comptait les faux morts-nés ou pas. Ils ont été longtemps pas comptés parce qu'ils étaient considérés comme décédés, mais en fait, ils étaient nés vivants et ils décédaient avant d'être déclarés à l'état civil. Donc voilà un peu le contraste. Et vous voyez qu'on passe d'une planète à une autre, là, hein, et je vais essayer de vous décrire, au fond, comment les autorités religieuses et laïques, scientifiques, ont réagi à cette situation d'une formidable mortalité infantile, c'est une hécatombe, et comment on est passé à la situation actuelle.
Alors, il faut voir que la croissance démographique, le peuplement, la croissance de la population, alors il est inutile de prendre des photos du PowerPoint parce que je vais vous laisser, vous aurez le libre accès à l'ensemble du document. C'est un lieu commun du XVIIe, du XVIIIe siècle que la croissance de la population, c'est un signe de bon gouvernement et que la dépopulation, comme on disait à l'époque, d'ailleurs le mot dépopulation existait avant le mot population, assez bizarrement, la dépopulation, c'était un signe de mauvais gouvernement. Et on en voit un exemple étonnant dans les lettres persanes de Montesquieu 1721, vous avez une 11 lettres, de la lettre 112 à la lettre 122 et non pas 132. Là, vous avez une petite scorie dans mon exposé. Et cette lettre, ces lettres, j'en reparlerai, ce sont des lettres qui exposent, au fond, les visions, les préjugés démographiques qu'on avait à l'époque. Par exemple, Montesquieu est persuadé qu'à l'heure actuelle, on n'a qu'1 centième de la population qui existait autrefois dans le monde, qu'il y a un formidable déclin de la population. C'était complètement faux, en réalité. Mais vous voyez, c'est très, très intéressant de voir comment de très grands esprits, en l'absence de données, en l'absence de recensement, en fait, racontaient n'importe quoi sur la question de l'évolution des chiffres. Donc ça peut évoquer une situation actuelle. Bon, je reviens sur la population comme signe de bon gouvernement. Rousseau, dans son fragment d'économie politique, a cette phrase, mais c'est banal à l'époque, hein. Vous voulez savoir si un État est bien ou mal gouverné, examinez si le nombre de ses habitants augmente ou diminue. C'était, comme aujourd'hui, le taux de chômage, le taux de mortalité infantile, le commerce extérieur, etc. Il y avait des signes de bon gouvernement. Le premier, c'était l'évolution de la population. Et sous Louis XV, cette critique qui est reprise très vigoureusement, avec des arguments d'ailleurs très scientifiques par les physiocrates, c'est ce mouvement d'opposition dont les principales figures sont Quesnay, Dupont de Nemours, dont les descendants vont fonder la grande multinationale, Mirabeau, le père de l'orateur, et qui vont dire aux intendants, qui vont s'en prendre aux intendants Louis XV, les préfets de l'époque, disant « mais écoutez, ça ne va pas du tout, on a une baisse de 20%, 30% de la population par rapport à un siècle auparavant ». Et là, les intendants de l'époque, extrêmement choqués par cette critique, qui eux connaissaient assez bien leur population. Les intendants de Louis XV sont des personnes de très très haut niveau. Quand on lit leurs écrits, c'est vraiment des hauts fonctionnaires absolument remarquables. Ils disent « mais non, c'est pas possible, enfin, c'est n'importe quoi ». Et c'est à ce moment-là, 1778, que l'intendant, le superintendant des finances, eh bien, crée l'état civil. Il dit « voilà, il faut absolument qu'on puisse connaître le nombre de naissances, le nombre de décès, le nombre de mariages ». Alors c'était les baptêmes, les mariages et les sépultures, hein, BMS, mais il oblige l'Église à transférer les synthèses des archives paroissiales, des registres paroissiaux, au niveau des évêchés, et ensuite de remonter tout ça à Paris. Et pour la première fois, en 1778, et ils sont très attentifs au fait qu'il faut compter la chose sur plusieurs années, l'un dans l'autre, comme on disait, calculer des moyennes, ils découvrent qu'en fait, sous le royaume de Louis XV, il y avait à peu près 1 million de naissances. Et ils vont se dire, mais quand il y a 1 million de naissances, ça fait quoi comme population? Quelle est la population qui peut produire 1 million de naissances? Aujourd'hui, on a l'inverse, on a le taux de natalité, qui est le nombre de naissances rapporté à la population. Mais à l'époque, on n'avait que le nombre de naissances. Il fallait donc un multiplicateur, l'inverse du taux de natalité, pour retrouver la population. Et donc, les intendants de Louis XV, 6 ou 7 intendants, dans plusieurs généralités, vont faire ce qu'ils appelaient eux-mêmes des expériences. Ils vont prendre des communes, des zones, des aires, aussi diversifiées qu'au possible, parce qu'ils savent que la situation dans les ports, dans les montagnes, dans les régions où il y a beaucoup de couvents, par exemple, que tous les indicateurs peuvent être perturbés. Donc ils vont faire une sorte d'échantillonnage, ils vont déjà parler de la notion d'échantillon est utilisée, la notion d'expérience, et ils vont calculer, ils vont faire des recensements à l'échelle locale, parce qu'à l'échelle locale, on pouvait faire des recensements, pas à l'échelle nationale, mais à l'échelle locale, avec des populations qu'on connaissait bien. Et ils vont découvrir que le multiplicateur est environ de 25. S'il y a 1 million de naissances dans le royaume, c'est qu'il y a 25 millions d'habitants. Voilà.
Cette méthode du multiplicateur va être très utilisée. Voltaire va être un grand propagateur de l'usage du multiplicateur dans les politiques de population. Et en même temps, je dis que le critère dominant désormais, c'est l'utilité sociale de la population. Et donc, il va y avoir des attaques farouches, par exemple, contre les prêtres. Le célibat, c'est contraire à la population, les couvents, etc. J'y reviendrai. Tout ceci a été notamment bien abordé sous un certain angle par Michel Foucault dans ses 2 cours au Collège de France, en 1977 et en 1978, et publié dans 2 ouvrages. Les cours ont été publiés, Sécurité, territoire, population, et Naissance de la biopolitique. Là, vous avez des passages, c'est un Foucault très clair, très pédagogue, très lisible, ce n'est pas la même chose que Les mots et les choses, par exemple. C'est tout à fait passionnant, et il était capable d'entrer dans des pensées qui n'étaient pas les siennes et de les exposer de façon très pédagogique. Alors, vis-à-vis de cette situation, donc, quelle est un peu l'attitude des Lumières? Revenons sur les lettres sur la dépopulation, les lettres persanes, 112 à 122. D'abord, ça commence par une déclaration absolument fracassante. Vous voyez, c'est écrit par un noble persan, qui fait fin de découvrir donc la réalité française et européenne. Et lui, il dit, écoutez, j'ai compulsé tous les documents historiques de toutes sortes, et vraiment, je constate que la Terre n'en finit pas de se dépeupler. Vous voyez, Rome, par exemple, n'a plus du tout la population qu'elle avait au temps de l'Empire romain. La France, actuellement, c'est rien à côté de la population de la Gaule sous César. Enfin, il énonce comme ça avec un aplomb extraordinaire. Il explique que l'Afrique aussi a été désormais dépeuplée, enfin voilà, donc il parcourt tous les continents pour dire que, sauf peut-être la Chine, la plupart des pays se dépeuplent. Et il a cette phrase, je pense qu'il n'y a pas aujourd'hui le centième de la population qui existait autrefois. Donc c'est une idée, et ce préjugé de la dépopulation, cette idée fausse, va régner longtemps. Et ça, c'est quand même une idée intéressante, c'est de voir comment de très grands intellectuels, faute de données, finalement, ne font que véhiculer des mythes. Alors, ensuite, les lettres suivantes entrent dans le détail des facteurs de dépopulation. Et je vous cite les choses plus ou moins dans l'ordre. D'abord, changer de la colonisation. C'est très mortel, la colonisation. Les gens meurent comme des mouches. Changer de terre et de climat, c'est pas fait. L'homme n'est pas fait pour ça. Il va y avoir d'ailleurs tout au long de la colonisation toute une littérature médicale pour se demander si l'homme blanc est capable de s'adapter au climat de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique du Sud, etc. Donc, pour Montesquieu, c'est clair. Changer de terre et de climat, c'est tout à fait mortel. Ensuite, il explique à son correspondant qu'il n'y a pas que des facteurs naturels, il y a aussi des facteurs moraux ou sociaux, comme on disait. L'interdiction du divorce par l'Église, c'est quelque chose d'extrêmement négatif. Et là, il y a des passages tout à fait étonnants. Il explique que les couples sont très vite dégoûtés l'un de l'autre, ils font chambre à part, et ça, c'est très mauvais pour la population. Il faut relire ces passages, c'est tout à fait étonnant. Et ce n'est pas de l'humour, il en était totalement convaincu. Alors, évidemment, le pire du pire, c'est le célibat des prêtres, des religieux, des religieuses. Là, je vous cite Christine Terré, qui a écrit tout un article sur une controverse sulfureuse, la question du célibat au XVIIIe siècle. Donc ça a été très étudié. Et puis il passe aux pays musulmans qui eux aussi, pense-t-il, ont perdu de la population. Et là, il y a 3 facteurs qui sont énumérés, parce qu'évidemment, l'auteur est prétendument un musulman, et donc il dit nous, et nous c'est l'islam, évidemment. D'abord, il y a l'esclavage. Alors, l'esclavage dans les pays musulmans, c'est un esclavage qui sert uniquement à surveiller les femmes, ce n'est pas un esclavage productif. À Rome, au moins, les esclaves sont productifs, ils s'affranchissent, ils créent des petites entreprises, ils ont leur pécule, et voilà. Et donc, la société devient prospère avec le travail des esclaves dans l'Empire romain. Mais c'est absolument pas ce qui se passe dans l'islam, donc l'esclavage, c'est très négatif. La polygamie, alors là, c'est tout à fait étrange, parce qu'on sait que c'est exactement l'inverse. On sait que les sociétés polygames sont extrêmement fécondes.
Je rappelle qu'au Niger, actuellement, vous avez non seulement le record mondial du taux de fécondité, que c'est autour de 7 enfants par femme, mais qu'il est possible de calculer le taux de fécondité des hommes. Et on l'a fait grâce à des enquêtes, et au Niger, le taux de fécondité des hommes, c'est 14 enfants en moyenne. Et c'est un système qui fonctionne, parce qu'il y a un écart d'âge important entre l'homme et la femme, qu'au cours de la carrière, on accumule les époux, ça fait partie de l'ascension sociale. Et puis, ce sont des sociétés en forte croissance, donc les hommes âgés peuvent puiser dans un vivier de jeunes femmes nombreuses, beaucoup plus nombreuses que la génération des hommes qui se marient. Donc, tout ce système a été étudié, notamment par Gilles Pison, qui est un démographe, qui est le premier à avoir expliqué de façon précise comment fonctionne, comment une société polygame peut être en équilibre du point de vue matrimonial, mais ça, à l'époque, on ne le savait pas. Montesquieu, d'ailleurs, dans l'esprit des lois, explique que plus on va dans les pays chauds, plus il naît de filles, de filles, plus on va dans les pays froids, plus il naît de garçons, et le rapport sous l'équateur allait jusque de 1 à 10. Ça fait partie des choses extravagantes que ces grands esprits de lumière étaient capables de proférer. Et puis alors le recours aux eunuques, ben oui, parce qu'il faut surveiller les femmes, surveiller le harem, etc. Et les eunuques, c'est pas très bon pour le développement de la population. Et là, il glisse, il dit, mais nous aussi, nous avons nos eunuques. Les prêtres sont des eunuques, sont des gens, en quelque sorte, châtrés socialement. Et tout cela, voilà. Donc, bien sûr, à la fin, il termine par dire que l'incurie des gouvernements qui n'assure pas la prospérité, eh bien, ça fait baisser la population. Il y a un lien, explique-t-il, mutuel entre la prospérité et le peuplement. Plus un pays est prospère, plus il se peuple, plus il est prospère. Voilà quand même un condensé tout à fait étonnant des idées qui régnaient à l'époque avant que les intendants, finalement, sommés de rendre des comptes, finalement, n'objectivent la réalité démographique de la France. Et ce que vont montrer les intendants, c'est que la population de la France s'accroît, bel et bien. Elle n'est pas en pleine décroissance. Et alors, ce qui est curieux, c'est que dans toute cette liste des facteurs de dépopulation, eh bien, Montesquieu n'évoque quasiment jamais, il n'évoque pas la mortalité infantile, qui pourtant détruisait la moitié des enfants à l'âge de 10 ans, 11 ans. Il ne l'évoque pas, ce qui est quand même assez étrange, parce que ça fait partie d'une espèce d'impensée, elle est inévitable. Alors, il y a quand même un passage, très bref, mais qui n'est pas dans la liste des facteurs de dépopulation. Il y a un passage dans la dernière lettre sur la dépopulation des lettres persanes, que je vous cite. « Le rustique ou le paysan, étant une fois marié, peuplera indéfiniment. » Peupler, dans l'absolu, ça veut dire contribuer à la population. Soit qu'il soit marié, soit qu'il soit pauvre. Il a toujours un héritage sûr à laisser à ses enfants, et rien ne l'empêche de suivre aveuglément l'instinct de la nature. Mais à quoi servent dans un État ce nombre d'enfants qui languissent dans la misère? Et languir à l'époque, c'est un terme très fort. Une maladie de langueur, c'est une maladie qui vous tue. Ils périssent presque tous à mesure qu'ils naissent. Ils ne prospèrent jamais. Faibles et débiles, ils meurent en détail de 1000 manières, tandis qu'ils sont emportés en gros par les fréquentes maladies populaires que la misère et la mauvaise nourriture produisent toujours. Ceux qui en échappent atteignent l'âge viril sans avoir la force et languissent, excusez-moi pour le G qui manque, tout le reste de leur vie. Et le vocabulaire est étonnant. Pour peupler, et peupler l'État, ça veut dire être utile, ça veut dire contribuer à la prospérité de l'État. Vous voyez, à quoi servent, il y a une vision vraiment utilitariste de la population, et il y a des passages qui expliquent que chacun doit faire des enfants, non seulement pour lui-même, mais pour l'État. Voilà, c'est le réarmement démographique, une première manifestation du réarmement démographique. Et ce vocabulaire étrange, le vocabulaire commercial, on peut mourir en détail de 1000 manières, mais en gros, on est emporté par toutes les maladies possibles, imaginables. Alors, qui a fondé véritablement, contribué à fonder une démographie, je dirais, scientifique? Eh bien, il y a 3 fondateurs, et c'est d'ailleurs assez curieux, parce que quand on regarde, quand on se promène d'un pays à l'autre, la démographie est une discipline très internationale. Les modèles démographiques sont absolument les mêmes dans le monde entier. C'est une discipline extrêmement internationalisée, avec une union scientifique internationale, etc. Eh bien, les Britanniques considèrent que le fondateur de la démographie, c'est John Grant,
John Ground, c'est un drapier qui finira par devenir membre de l'Académie royale des sciences à Londres. Et en 1662, donc très tôt, quelques années avant la création de l'observatoire qui nous abrite, eh bien, il fait ce texte extraordinaire qui a été réédité par l'INED, Observations naturelles et politiques sur les bulletins de mortalité. C'était une année de peste, 1666 à Londres. Les infirmières, en quelque sorte, ou les diaconesses qui recueillaient les bulletins de mortalité dressaient des longues listes, et lui, avec des dates, des causes de décès, et lui, il a l'idée de transformer ces listes en tableaux. Au fond, c'est le coup de force qu'il fait, c'est la tabulation à partir de simples listes qui se succédaient. Et c'est vraiment considéré comme, ces tabulations sont une espèce de prémisse de table de mortalité, en quelque sorte. Il y a un personnage important que les Allemands vénèrent, mais essentiellement les Allemands, même si les Français s'y intéressent beaucoup, c'est le pasteur Johann Peter Süssmilch, membre de l'Académie royale de Berlin. C'est un pasteur berlinois, et dans une œuvre assez volumineuse, qui là aussi a été traduite et publiée par l'INED, une œuvre publiée en 2 éditions, à 20 ans de distance, Die göttliche Ordnung, l'ordre divin, donc les changements de l'espèce humaine et la façon dont elle se propage. Enfin, c'est un titre à rallonge, mais le titre principal, c'est l'ordre divin. Et l'idée, c'est que eh bien, tous les chiffres de nuptialité, de mortalité, de natalité sont incroyablement stables d'une année à l'autre, et cette stabilité des chiffres, ça ne peut être que le dessein de la Providence. Un ordre aussi régulier ne peut pas être dû au hasard, et il doit y avoir un ordre divin derrière, et donc la démographie comme justification de la Providence, c'est l'origine allemande de la démographie. Il y avait aussi en Angleterre des gens qui professaient ce genre d'idées. Et puis en France, on a ce personnage extraordinaire. C'est vraiment un très très beau livre, il faut le lire. Recherche et considérations sur la population de la France. C'est un homme qui a travaillé pour une série d'intendants, et c'est lui qui va organiser ces fameuses expériences de recensement local qui vont permettre de calculer le multiplicateur et d'arriver à déterminer quelle était la population de la France. Quand il publie son résultat en disant « écoutez, nous sommes 26 millions », c'est la stupeur, parce que l'estimation habituelle, celle des physiocrates, c'était 15 millions et pas 26. Alors, des membres de l'Académie des sciences disent « oui, mais enfin, quel est le degré de fiabilité qu'on peut adresser à ce chiffre ?» Et lui il répond « écoutez, que le multiplicateur soit 25 ou 26, vraiment c'est secondaire par rapport à l'énorme correction que je viens d'établir sur les croyances reçues. » C'est un très beau livre. Il y a des passages tout à fait étonnants sur le fait que, par exemple, la mortalité varie en fonction des professions. Il y a un passage incroyable sur les maladies professionnelles, sur le rôle des poussières dans la mortalité d'un certain nombre de professions qu'il décrit en détail. C'est le premier texte qui existe en français sur la mortalité différentielle due aux conditions de travail, due aux poussières, due à l'exposition à la température, etc. etc. C'est vraiment un très beau texte. Alors, au total, finalement, essayons de résumer un petit peu, il y a 3 origines de la démographie. L'origine anglaise, c'est quand même surtout la spéculation sur les chances de survie. C'est le problème des rentes viagères. Si on sait qu'un enfant a une chance sur 2 de mourir avant 11 ans, on ne va pas placer sur lui une rente viagère. Enfin, voilà. Donc ça, c'est le réalisme britannique, la supputation, le calcul des chances de survie. Mais en même temps, et tout de suite on voit ça dans le Ground, est capable au fil de faire une critique des sources, il s'intéresse à la façon dont les données sont collectées, aux biais que ça peut introduire. Enfin, c'est un très beau texte de ce point de vue-là. L'origine allemande, bien, je viens d'en parler. L'ordre social, c'est un ordre divin, et il va y avoir toute la question de la théodicée, du procès fait à Dieu. Comment justifier que Dieu permette une telle hécatombe avec la mortalité infantile. Mais en même temps, et ça c'est les Allemands, et ils continuent d'être brillants de ce point de vue-là, les Allemands, c'est de grands compilateurs de données. Et Süssmilch rassemble des données du monde entier. Ça va effectivement dans tous les pays européens, mais aussi le Cap, les Indes orientales, les Indes occidentales. Enfin, il essaie, et il fait partie des premières personnes qui s'aperçoivent que, par exemple, il naît un peu plus de garçons que de filles, 105%, et que c'est une constante mondiale, et qu'on ne peut pas rapporter ça simplement à des circonstances locales.
Et l'origine française, mais qui est également très marquée en Suède, c'est, je le répète, l'État doit compter pour rendre des comptes. Et du coup, eh bien, il faut s'organiser, il faut centraliser la récolte, la collecte des registres paroissiaux, et ça c'est 1778, c'est là que l'intendant crée l'état civil qui est encore religieux, qui va être laïcisé complètement à la Révolution évidemment, mais qui est vraiment l'ancêtre direct de notre état civil. Alors, ce qui est assez amusant, c'est la façon dont parfois les différents pays se connectent les uns aux autres. Louis XIV a été victime d'une chose assez intéressante. Faire des paris, c'était déjà un sport national en Angleterre au XVIIIe siècle. Les Anglais ont toujours fait des paris. Aujourd'hui encore, vous consultez les sites internet britanniques qui spéculent sur la date de mort possible de tel et tel chanteur, de telle et telle personnalité, etc., ce que les Français ne font pas. Et donc, le 1er juillet 1715, le roi de France commence à souffrir d'une gangrène à la jambe que les médecins n'arrivent pas à soigner, qui se propage. Et les mémoires de Saint-Simon, évidemment, un des chapitres terminaux de Saint-Simon, racontent la chose suivante. On voyait la santé du roi décliner sensiblement. Les paris s'ouvrirent donc en Angleterre que sa vie passerait ou ne passerait pas le 1er septembre, c'est-à-dire environ 3 mois. Le roi se faisait ordinairement lire les gazettes de Hollande. Pour s'informer, comme il y avait une censure totale en France, le roi lisait les gazettes d'Hollande. Je rappelle que les gazettes d'Hollande étaient rédigées en français, essentiellement par des huguenots qui avaient fui la France et qui avaient considérablement développé l'édition en langue française aux Provinces-Unies, les actuels Pays-Bas. Donc il se faisait ordinairement lire les gazettes de Hollande. Un jour que Torcy, le jeune noble chargé de ça, lui faisait cette lecture, il rencontra ses paris à l'article de Londres. Il s'arrêta, balbutia et les sauta. Le roi, qui s'en aperçut aisément, lui demanda la cause de son embarras. Alors, le texte dit que Torcy se mit à rougir terriblement. Il lut les paris tout du long. Le roi ne fit pas semblant d'en être touché, mais il le fut profondément, au point que, s'étant mis à table un continent après, il ne put se tenir d'en parler. Donc, et là, vous voyez le crime de lèse-majesté, le roi que les Anglais couchent sur la table de mortalité en quelque sorte. Et les parieurs avaient vu juste, puisqu'il meurt effectivement le 1er septembre. Bon, là, on peut soupçonner Saint-Simon d'avoir un petit peu arrangé les dates pour que la prophétie s'exécute. Alors, allons maintenant vers le pasteur Zussmilch, donc le grand ce proto-démographe berlinois. Il célèbre la régularité des phénomènes de population. Il n'est pas le premier, mais il est l'un des premiers, quelqu'un qui va le démontrer beaucoup plus précisément, c'est Lambert, ce mathématicien et astronome. Lambert, il est connu des astronomes, mais ce n'est pas le seul astronome qu'on va retrouver dans cette liste. Et Lambert était un des premiers à montrer que la mortalité, c'était une fonction continue. Parce que ce qui régnait à l'époque pendant très longtemps, et c'était dans la Bible, il y avait l'idée qu'il y avait certains âges critiques, des âges climatiques, que dans les années en multiple de 7, on avait beaucoup plus de chances de mourir. Et on était capable, évidemment, de citer des quantités d'exemples qui étaient censés illustrer ce danger particulier des années 7, 14, 21, etc. 49, enfin bon. Et là, il montre, Zussmilch, qu'en réalité, la fonction de mortalité est certes variable en fonction des âges, mais qu'elle est continue, elle n'est pas discontinue. Il n'y a pas des paliers comme ça, il n'y a pas les Stufen. Et donc, il démolit le mythe des années climatériques. Et ici, d'ailleurs, une phrase que je trouve formidable de Maximilien II d'Autriche, qui était l'empereur d'Autriche, et on l'interroge sur le risque qu'il avait de mourir dans une année climatérique, et Maximilien dit « Pour moi, chaque année est climatérique ». Bon, mais évidemment, si cette fonction est continue, elle démarre très très haut avec la mortalité infantile, et là, il examine un peu toutes les listes, les premières tables de mortalité qui sont disponibles. La toute première table de mortalité dressée après Graunt, qui n'est pas vraiment une table de mortalité, eh bien c'est Edmund Halley. Halley, c'est l'homme de la comète, c'est l'astronome. Halley est connu des démographes comme étant le créateur de la table de mortalité, qui calcule des probabilités de décéder, des probabilités nouvelles de décéder à chaque âge. Halley
explique qu'il ne va pas prendre l'exemple de Londres, l'exemple de Paris, l'exemple des grandes capitales, parce qu'il y a trop de migration dans ces villes-là, et les gens qui entrent, qui sortent, etc., ça perturbe complètement le calcul de la fonction de mortalité. Il faut prendre une ville qui soit aussi fermée que possible, et c'est pour ça qu'il prend Breslau, l'actuel Wrocław, et il établit ses tables à partir de Breslau. Et là, il découvre que la moitié des enfants meurent avant 7 ans. Il y a aussi une liste à Vienne que recopie et analyse Süssmilch. Là, la moitié des enfants meurent avant la 4e année. Il y avait plus de mortalité encore en Autriche que qu'à Breslau. Et les 2 tiers avant la 11e année. Donc voilà, c'est le genre de compilation qu'effectue le pasteur Süssmilch à l'époque. Alors, gros problème, est-ce que tout ça, c'est voulu par Dieu? Parce que Süssmilch est un disciple de Leibniz. Et le Dieu de Leibniz fait tout au mieux. Il est tout-puissant, il est omniscient, il a dans sa poche tous les taux possibles de mortalité, de natalité, de nuptialité, et puisqu'il est Dieu, il doit tirer la meilleure combinaison possible, sinon il ne serait pas Dieu. Mais alors, comment expliquer que ce Dieu optimal, cette providence optimale, puisse tolérer une telle hécatombe d'enfants dans les premières années? Voilà, c'est le problème classique de la théodicée, c'est-à-dire le procès fait à Dieu. Est-ce que Dieu a voulu tout ça? Comment Dieu peut-il tolérer un mal d'une telle ampleur? Ce n'est pas simplement un accident dans la vie de quelqu'un, c'est des masses de gens qui meurent. C'est un gâchis de vie absolument incroyable. Alors il est très embarrassé et il va développer sa réflexion en 2 temps. Dans le premier temps, il y a une argumentation complètement fataliste. Au lieu de murmurer contre la mort précoce, murmurer c'est un terme fort à l'époque, murmurer c'est le peuple qui proteste et qui soudain, dans la révolte éclate soudain. Au lieu de murmurer contre la mort précoce, on doit plutôt remercier Dieu de sa grâce, gnade. Si tu survis, c'est qu'il a pour toi des desseins particuliers. Alors ça, c'est l'argument du lecteur. Puisque tu es en train de me lire, c'est que tu fais partie des survivants, tu fais partie des élus, alors de quoi te plains-tu? C'est ça, en substance, l'argument de Süssmilch. Et il n'imagine pas que, par exemple, son lecteur, qui a certes survécu à la mortalité infantile, pourrait lui-même avoir des enfants qui sont décédés prématurément. Et il explique, ça c'est la fameuse formule, vous savez, qu'on trouve chez Pascal, le Dieu caché, les desseins de la providence sont impénétrables, il y a un Dieu qui est ésotérique, mais il y a un Dieu voilà, il y a un ésotérique et exotérique. Dieu caché, le Deus absconditus, eh bien, il est cruel individuellement pour tel ou tel individu, mais globalement, dit Süssmilch, im Ganzen, globalement, il est quand même juste et sage. On ne sait pas comment, on ne sait pas quel est son système de compensation, mais voilà, c'est quand même la providence, il faut lui faire confiance. Et puis, dans la 2e édition, 20 ans après, il évolue, parce qu'entre-temps, il y a un phénomène considérable qui s'est développé, c'est la variolisation. Ce n'est pas encore la vaccination de Jenner qui date des dernières années du XVIIIe siècle. Là, on est au milieu du XVIIIe siècle. Mais donc inoculer ce qui provient de malades un peu faibles, enfin faiblement atteints par la maladie, ça marche, ça fait plus de guéris que de tués. Et on calcule à ce moment-là déjà les proportions. Et ce qui est intéressant à l'époque, c'est que les familles royales, les familles princières d'Europe, qui tenaient beaucoup à préserver leurs héritiers, vont se lancer dans la variolisation, l'inoculation, et les gazettes d'Hollande vont beaucoup en parler. Il va y avoir une publicisation des pratiques des familles princières en faveur de la variolisation, et même si la controverse était forte à l'époque sur les résultats, les familles princières ont beaucoup contribué à diffuser la pratique. Et donc Süssmilch dit, ah ben là, vous voyez, la providence est impénétrable, mais quand même, elle entrouvre la fenêtre. C'est l'expression qu'il utilise. Elle entrouvre la fenêtre à travers laquelle on peut regarder, prévoir un petit peu dans quel sens l'homme pourrait quand même intervenir, pourrait agir, pourrait sortir du fatalisme. Alors c'est encore très, très prudent, très modéré. Avec Condorcet, on sera très très loin de tout ça, évidemment. Mais voilà un peu l'évolution en 20 ans. Et on voit aussi que cette seconde moitié du XVIIIe siècle marque un tournant formidable dans les attitudes face à la mortalité infantile.
Parce qu'il faut bien le dire, il y avait un fatalisme complet sur ce sujet. Prenez l'exemple de Montaigne, il a eu 6 filles, une seule a atteint l'âge adulte. Les 5 autres sont mortes en bas âge. Et il dit, j'en ai perdu des enfants, mais en nourrice. 2 ou 3, c'est pas trop. Sinon, sans regret, au moins sans fâcherie. Et la fâcherie à l'époque, c'est la colère, l'emportement, la récrimination. Si n'est guère accident qui touche au plus... Alors si c'est une particule d'affirmation, c'est la langue assez compliquée de Montaigne, si n'est guère accident qui touche plus au vif les hommes. Donc il est touché vivement par la mort précoce de ses enfants, mais en même temps il ne récrimine pas, sous-entendu contre Dieu. Donc il a des regrets, mais il ne sait pas comment protester contre eux. Et il reste quand même, malgré son stoïcisme, son scepticisme, son pyrrhonisme, il reste quand même très chrétien, Montaigne. Il est allé à Rome pour décrocher une décoration et obtenir que les essais soient validés par le pape. Il ne faut pas oublier le côté très complexe de Montaigne. On a le cas de Rousseau qui a abandonné ses enfants, qui les a confiés à ce qui était l'assistance publique de l'époque, c'est-à-dire les tours des couvents. Bon, je ne vais pas revenir sur cette affaire, on pourrait en parler longuement. Je trouve que la meilleure analyse du comportement de Rousseau, qui a écrit quand même Émile ou de l'éducation, dans lequel il avoue sa faute, en pensant que sa faute avouée sera pardonnée. Bon. C'est Paul Lyonnais qui a écrit un très beau livre sur le recul de la mort, qui analyse de façon très, très intelligente, très fine, les raisons et ce que ça signifiait pour Rousseau d'abandonner ses enfants. L'Église, elle est totalement fataliste. Il faut sauver les enfants, mais dans l'autre vie, dans l'au-delà, pas sur cette terre. Le problème ne se pose absolument pas. C'est la Providence qui extermine tous ces enfants, et puis voilà. Alors, donc du coup, la grande préoccupation, c'est de les baptiser. Les baptiser, ça veut dire mobiliser un prêtre qui pratique un sacrement, et puis s'il n'y a pas de prêtre disponible, si l'urgence est là, eh bien à ce moment-là, on peut autoriser de simples fidèles, de simples laïcs, à faire une espèce de petit baptême d'urgence qu'on appelle le l'ondoiement, et donc beaucoup d'enfants étaient ondoyés et du coup devenaient des espèces d'anges dans une sorte de purgatoire où ils pouvaient évoluer positivement, enfin c'est pas très clair, il y a plusieurs doctrines, il y a toute une littérature théologique sur le sauvetage spirituel des enfants, et il n'est jamais question dans cette littérature d'un sauvetage physique, d'une intervention positive en faveur, contre la mortalité infantile. Et c'est pour ça que je me permets de dire que l'Église, pendant des siècles, n'était pas pro-life, elle était finalement pro-death. Et ce serait très intéressant, ce serait un programme de recherche, ça n'a pas été fait vraiment. Consistant à se demander, mais à partir de quand elle passe du pro-death au pro-life? Je donnerai quelques pistes tout à l'heure, mais il n'existe pas vraiment de recherche directement centrée sur cette question. Donc la préoccupation centrale de l'Église, là, je me répète un peu, ce n'était pas la vie, c'était pas la life, c'était la survie outre-tombe. Et du coup, ça donnait lieu à des choses assez étranges. Par exemple, comme l'âme est présente dès la conception, dans l'embryon, dans le fœtus, il faut du coup baptiser tous les produits de conception, y compris les fœtus avortés. Il y a toute une littérature pour expliquer ça. Il faut aussi pratiquer systématiquement la césarienne post-mortem. Ça, qui en même temps, la césarienne, avec les conditions qui n'étaient pas aseptisées à l'époque, était quand même extrêmement dangereuse pour la mère. Et on trouve tout ça théorisé dans la Embryologia Sacra, un Sicilien qui était souvent cité en Europe à ce moment-là. On a un témoignage intéressant, c'est André Gide. Il est chez des amis, enfin très proches, et puis il y a une fausse couche. Et que faire du produit de conception? Que faire de... Gide dit, il faut le mettre à la poubelle, quoi. Et puis il se rend compte que quelques jours plus tard, non, la chose a été préservée, embaumée, et a eu droit à sa tombe. Et là, il tombe des nues, si j'ose dire, et s'aperçoit qu'il y a encore, et c'est un souvenir qui date des années 30, il y a encore à ce moment-là une vénération pour tout, dans les milieux catholiques, qui n'est pas intégriste, qui est un milieu catholique, une vénération pour tout produit de conception qui pouvait avoir une âme et devait être sauvé.
mais il ne s'agit toujours pas de lutter contre la mortalité infantile. Arrive Condorcet. Alors, le tableau historique des progrès de l'esprit humain, c'est une œuvre énorme. Pendant longtemps, je ne sais pas, vous avez peut-être dû lire ça, mais c'était un petit livret. Il y avait par exemple une édition aux éditions sociales. Il y a eu comme ça plusieurs éditions. C'était un livre de 120 pages, quelque chose comme ça. Or, on a découvert, notamment à l'Académie des sciences, le manuscrit complet de Condorcet, qu'il avait quasiment terminé en 1793. À l'époque, là, il est persécuté par la Convention. Il est réfugié dans une chambre de bonne quelque part du côté de Saint-Sulpice. Et c'est là, dans ce refuge, qu'il va fébrilement faire progresser le tableau historique des progrès de l'esprit humain. Donc pendant longtemps, on disait esquisse d'un tableau historique, mais cette esquisse était en fait un prospectus, en quelque sorte, que lui avait demandé l'éditeur. Et le livre complet, eh bien, c'est 1000 pages, quelque chose comme ça, qui a été édité par un groupe de chercheurs du CNRS. Et quand j'étais directeur de l'INED, j'ai réussi à convaincre ce groupe de chercheurs de publier enfin ce tableau des progrès de l'esprit humain. C'est évidemment un très grand texte sur les progrès. Il y a 10 périodes. La première période, c'est la préhistoire. La 10e période, c'est l'avenir. Et c'est dans la période consacrée à l'avenir, qui a été rédigée en 1793, alors que l'ensemble du tableau, il a commencé à le rédiger dans les années 1770, c'est dans cette 10e période qu'il y a ce passage qui est un petit peu long, mais que je vais vous lire parce que je le trouve tout à fait passionnant. Nous pourrions donc conclure déjà que la perfectibilité de l'homme est indéfinie. Personne ne doutera sans doute que les progrès dans la médecine conservatrice, l'usage d'aliments et de logements plus sains, une manière de vivre qui développerait les forces par l'exercice sans les détruire par des excès, qu'enfin la destruction des deux causes les plus actives de dégradation, la misère et la trop grande richesse, ne doivent prolonger pour les hommes la durée de la vie commune, leur assurer une santé plus constante, une constitution plus robuste. On sent que les progrès de la médecine préservatrice, parce qu'il y a conservatrice et préservatrice, devenus plus efficaces par ceux de la raison et de l'ordre social, doivent faire disparaître à la longue des maladies transmissibles ou contagieuses. Et ces maladies générales qui doivent leur origine au climat, aux aliments, à la nature des travaux. Il ne serait pas difficile de prouver que cette espérance doit s'étendre à presque toutes les autres maladies dont il est vraisemblable que l'on saura un jour reconnaître les causes éloignées. Donc c'est visionnaire, c'est à la fois formidablement optimiste et visionnaire, mais c'est quand même une vision qui va être largement réalisée. Et il poursuit, serait-il absurde maintenant, il sent à quel point son audace est incroyable, serait-il absurde maintenant de supposer que ce perfectionnement de l'espèce humaine doit être regardé comme susceptible d'un progrès indéfini, qu'il doit arriver un temps où la mort ne sert plus que l'effet ou d'accidents extraordinaires ou de la destruction de plus en plus lente des forces vitales, et qu'enfin la durée de l'intervalle moyen entre la naissance et cette destruction n'a elle-même aucun terme assignable. Sans doute, l'homme ne deviendra pas immortel, mais la distance entre le moment où il commence à vivre l'époque commune où naturellement, sans maladie, sans accident, il éprouve la difficulté d'être, ne peut-elle s'accroître sans cesse? C'est toujours un langage magnifique, évidemment. Comme nous parlions ici d'un progrès susceptible d'être représenté avec précision par des quantités numériques ou par des signes, c'est le moment où il convient de développer les deux sens dont le mot indéfini est susceptible, ce prolongement indéfini de l'existence. En effet, cette durée moyenne de la vie, qui doit augmenter sans cesse à mesure que nous nous enfonçons dans l'avenir, peut recevoir des accroissements, suivant une loi telle qu'elle approche continuellement d'une étendue limitée sans pouvoir l'atteindre jamais. Ça, c'est la théorie. Il y a une limite biologique à la durée de l'existence et on va s'en rapprocher de façon asymptotique. Ou bien, suivant une loi telle que cette même durée puisse acquérir, dans l'immensité des siècles, une étendue plus grande qu'une quantité déterminée quelconque qui lui aurait été assignée pour limite. On ne sait pas quelle est, dans cette deuxième hypothèse, quelle est la durée de vie maximale, on ne sait pas. Eh bien, cette opposition entre deux théories, il y a une limite biologique et on va s'en rapprocher de façon asymptotique, où il n'y a pas de limite biologique, on va pouvoir la reculer indéfiniment, même si c'est faible, c'est exactement les deux théories qui divisent actuellement le milieu des spécialistes de la mortalité. Les deux théories s'affrontent
Et celles qui prétendaient qu'il y avait une limite, une espèce d'horloge biologique, en quelque sorte, qu'à un certain moment, pouf, s'arrêtait, ont toujours été démenties par les faits, parce que dans les années 50, on disait que 80 ans d'espérance de vie, c'était vraiment le maximum, et puis finalement, les Japonais en sont à 90. Hein. Donc voilà, c'est avec une préscience extraordinaire, Condorcet définit les deux théories possibles d'évolution de l'espérance de vie. Dans ce dernier cas, s'il n'y a pas de limite fixe, eh bien, les accroissements sont réellement indéfinis dans le sens le plus absolu, puisqu'il n'existe pas de borne en deçà de laquelle ils doivent s'arrêter. Ainsi, dans l'exemple que l'on considère ici, nous devons croire que cette durée moyenne de la vie humaine doit croître sans cesse si des révolutions physiques ne s'y opposent pas, mais nous ignorons quel est le terme qu'elle ne doit jamais passer. Nous ignorons même si les lois générales de la nature en ont déterminé un au-delà duquel elles ne puissent s'étendre. Voilà, un texte passionnant évidemment dans l'histoire des sciences et que les démographes évidemment spécialistes de la mortalité connaissent et citent de temps en temps. Alors, quelle va être la postérité de cette révolution, l'idée qu'on peut intervenir à coup de médecine préventive, curative et préventive au fond, quel va être le succès de cette idée? Ça mettra quand même longtemps à se développer. Je vais vous donner quelques données physiques. Un des premiers hommes à avoir vraiment poursuivi ça, c'est le père de la dynastie des Bertillon, hein, c'est Louis-Adolphe Bertillon, c'est pas l'auteur de la photométrie des criminels ou des délinquants, c'est un très grand démographe, Louis-Adolphe Bertillon, avec une abnégation incroyable parce que les calculs prenaient un temps fou à l'époque. Hein. Il y a des écrits sur la mortalité qui viennent d'être édités par l'INED avec des commentaires extrêmement clairs. Et par exemple, je cite juste un exemple, j'ai montré quelle était la mortalité des petits-enfants en France de 1 à 5 ans. J'ai dit quelle était cette mortalité. Elle est toute différente de 0 à 1 an et de 1 à 5 ans. C'est dans la première année de la vie que la chance de mourir est la plus considérable. C'est dans les premiers mois, dans cette première année surtout, que les accidents de mauvaise digestion, que la diarrhée enlèvent un très grand nombre de petits-enfants. Et on peut dire que les 9/10 de ceux qui meurent de cette affection-là pourraient être sauvés s'ils étaient soignés convenablement. Alors il publie, à n'en plus finir, des cartes. Et là, par exemple, une carte qu'il va beaucoup utiliser, c'est la répartition de la mortalité infantile selon les départements. Et il est très intrigué par cette tache noire qui entoure Paris. Il appelle ça la démographie figurée de la France. Il est un des premiers à faire des graphiques démographiques, hein, et à multiplier les cartes. Et il dit la mortalité excessive indiquée par la zone noire qui environne le département de la Seine est uniquement due à l'émigration des enfants de Paris et à l'industrie nourricière. Alors ça, c'est un thème qu'au XVIIIe siècle également on va dénoncer, que Rousseau avait déjà dénoncé. Envoyer ses enfants chez des nourrices dans les départements voisins de Paris, c'est les vouer à la mort à une probabilité très très forte. Beaucoup d'enfants mouraient en nourrices. Les nourrices, on ne sait pas trop s'ils n'avaient pas eux-mêmes leurs propres enfants, et si elles nourrissaient à moitié les enfants qui leur étaient confiés, tout ça contre finance. Donc l'industrie nourricière va être une des grandes choses attaquées par les Lumières, mais encore au temps de Bertillon, il y avait un usage très important un recours très important aux nourrices. Il fait des graphiques tout à fait étonnants. Le graphique qui est en dessous, c'est les taux de mortalité en fonction de l'âge. La première colonne est à part. Et on voit que la mortalité est très très importante, évidemment, dans la première année, qu'ensuite elle grimpe avec l'âge. Et puis il détaille les choses, les données du milieu pour qu'on puisse mieux les voir. Et il distingue les chiffres selon qu'on tient compte des faux morts-nés ou pas. Enfin, c'est un travail vraiment très très approfondi. Alors au total, que s'est-il passé? On a maintenant, grâce à tous ces travaux et grâce aussi à la reconstitution démographique des séries qu'on a pu faire par des échantillonnages, eh bien, la mortalité infantile, qu'il a mesurée pour 100 000, de 1810 à nos jours, a connu une évolution absolument fantastique. Donc la prévision de Condorcet s'est réalisée la prophétie de Condorcet s'est réalisée avec retard. On voit que la mortalité des garçons, donc c'est sûr, hein, quand on voit 20 000 sur 100 000, c'est donc du 20%. Hein. 20% des enfants étaient déjà morts
Donc, avant 1 an, c'est la mortalité infantile. Puis il y a des pointes, tout ça est très irrégulier, ça va se régulariser tardivement. 1834, c'est l'année du choléra. 1870, évidemment, c'est la guerre qui va être très meurtrière, contrairement à ce qu'on imagine. 1919, bien sûr, on est en pleine, c'est la grippe espagnole qui a succédé à la Première Guerre mondiale. Elle est précédée d'une pointe en 1911, qui est une époque un épisode de canicule qui va être très meurtrier pour les enfants, pas tellement pour les vieillards, mais pour les enfants. Et puis 1945 va être aussi une année de pic important pour la mortalité. Et vous voyez à quel point les progrès accomplis avec l'invention de la puériculture, avec les actions entreprises par un personnage comme le professeur Debré, Robert Debré, donc, etc., vont finalement avoir des effets considérables. L'asepsie, bien sûr, la révolution pastorienne, mais qui va avoir ses effets seulement, en gros, à partir de la fin du XIXe siècle. Ça va être assez tardif. Donc, du coup, des politiques de santé. Qu'est-ce que c'est qu'une politique de santé? C'est très difficile à définir, parce qu'on peut dire qu'au fond, une politique de santé, il y en avait déjà dans l'Antiquité. Les quarantaines déclarées contre les épidémies, la fermeture des établissements, etc., c'était déjà une des formes de politique de santé, bien sûr. Et des politiques qui étaient assez efficaces. On peut mesurer maintenant l'efficacité des quarantaines qui ont été décrétées pendant les grandes épidémies de peste, par exemple. Rome est pionnière avec l'assainissement des voies, et l'assainissement des voies, ça fait partie de la politique de santé. Mais déjà, dans l'Égypte ancienne, on observe qu'il y a toute une organisation pyramidale du corps médical. Chaque territoire a son médecin, les nomes ont leur médecin, et puis il y a une pyramide qui monte jusqu'au pharaon. Donc il y avait une hiérarchie du corps médical. Ça valait ce que ça valait, mais enfin, c'était déjà une forme de politique de santé, finalement, même s'il faudra longtemps avant que la médecine devienne vraiment efficace. Bien sûr, il y a tout le mouvement hygiéniste, les enquêtes de Villermé. Il y a un très beau livre, Catherine Rollet, La politique à l'égard de la petite enfance sur la Troisième République. Et puis, je renvoie ceux d'entre vous que ça intéresse. Il y a la grande encyclopédie de la démographie qui a été faite par l'INED dans les années 2000, et le tome 7 est consacré à la question des politiques publiques, et notamment des politiques de santé publique. 3 chapitres tout à fait intéressants là-dessus. Alors, regardons un petit peu ce qui s'est passé, et je trouve que c'est un indicateur intéressant pendant la Première Guerre mondiale. J'ai fait un article là-dessus qui a été publié dans la revue, dans le bulletin Population et Société, à l'occasion du centenaire de la guerre de 14, donc en 2014. On constate que 18% des incorporés de l'armée française ont péri, 18%. Le chiffre montre à 25-26% dans la classe 14. Quand Maurice Genevoix écrit ceux de 14, ça veut dire ceux qui avaient 20 ans en 14. Et ce n'est pas simplement l'ensemble des soldats de 14, c'est les nouveaux venus qui n'avaient pas eu le temps de faire le service militaire. Ceux qui étaient nés quelques années plus tôt avaient déjà fait 3 ou 4 années de service militaire et étaient un peu aguerris. Mais ceux qui ont juste 20 ans en 14 n'ont pas fait le service militaire, c'est les bleus. Et le thème de Genevoix dans ceux de 14, c'est comment les hommes expérimentés, comme Genevoix lui-même, peuvent essayer de protéger et d'initier les jeunes qui arrivent et qui sont dans une situation très vulnérable. Donc ce sont ces jeunes-là, ceux qui avaient le malheur d'avoir juste 20 ans en 14, qui ont de loin été les plus touchés par la guerre de 14. On a recruté des gens jusqu'à l'âge de 40 ans, mais ceux qui avaient 40 ans, on les mettait plutôt à l'arrière, dans le ravitaillement, dans le service postal, dans la construction de l'armement, etc. Bon, le bilan, c'est 10 millions de morts en Europe, la Grande Guerre, 1,5 million en France, essentiellement des militaires. On a pu faire des estimations pour les civils, mais enfin, c'est du genre 50 000, quelque chose comme ça. Ce n'est pas du tout le même ordre de grandeur. Et s'ajoute à cela 1,5 million de naissances qui n'ont pas eu lieu et qui ne vont pas être finalement rattrapées. C'est ça le bilan, le double bilan de la guerre de 14. Alors, Jay Winter, qui est un des grands historiens de la guerre de 14, commente tout ça et dit, bon, c'était sans précédent depuis la guerre de 30 ans, 1848, le traité de Westphalie, la défenestration de Prague et le traité de Westphalie qui encadrent ces 30 années, qui a été une guerre atroce qui a ravagé toute l'Europe. Et puis il dit 10 millions de morts, finalement c'est autant que les 10 millions de migrants européens qui avaient gagné le Nouveau Monde.
Donc l'Europe avait déjà perdu de la population dans la décennie qui précédait la guerre. Alors je pense que ce n'est pas une bonne comparaison. D'abord parce qu'un tiers des immigrés sont revenus en Europe. Ensuite parce que la France ne faisait pas partie des pays qui ont émigré. On était plutôt des pays d'immigration. Et je pense que la meilleure comparaison, c'est justement la mortalité infantile. Quelle est l'ampleur de la mortalité guerrière et par rapport à la mortalité infantile? Eh bien, c'est à peu près la même chose. Et quand on regarde en détail les courbes de survie, les courbes commencent à 100, et on regarde génération par génération, quelle est la probabilité d'être encore vivant à chaque âge. Donc les courbes commencent à 100, et vous voyez que là, les différentes générations masculines nées qui avaient 14 ans à 45 ans en 1914, donc certaines trop jeunes pour combattre, d'autres déjà trop âgées pour être vraiment dans des unités combattantes. Comment ils ont été affectés? Toutes ont été affectées par une mortalité infantile qui était considérable, puisque à l'âge de 2 ans, 3 ans, il y avait déjà 20-25% de ces générations qui avaient disparu. La mortalité infantile était encore considérable à la veille de la guerre de 14. Et quand on regarde, par exemple, la courbe, je ne sais pas si, est-ce que vous voyez la souris là ou pas? Non, bon, c'est pas grave. Je vais y revenir. Quand vous voyez la courbe noire qui tout à coup chute, la courbe noire, eh bien, ce sont les fameux les hommes nés en 1894, qui avaient donc 20 ans en 14, les bleus dont j'ai parlé à l'instant. Leur courbe aurait dû suivre à peu près le trajet de la courbe verte, la courbe de survie verte, mais voilà que pendant les 5 années de guerre, cette courbe s'effondre, c'est vraiment spectaculaire, et puis ensuite, après la guerre, ils vont retrouver un profil d'évolution de survie classique. Et vous voyez que l'ampleur, pour cette classe d'âge-là, l'ampleur des pertes pendant la guerre de 14, c'est à peu près le même ordre de grandeur que l'ampleur de la mortalité infantile avant 20 ans. Donc, il y a eu, et au total, c'est un peu plus de la moitié de la génération qui a disparu, moitié à cause de la mortalité infantile, moitié à cause de la mortalité de la guerre de 14. Ça vous donne une idée de ce qu'était déjà la mortalité, de ce qu'était encore la mortalité infantile avant. Et vous voyez que, par exemple, la courbe en pointillé rouge, c'est les gens qui avaient 25 ans en 14, qui ont été moins touchés que ceux de 20 ans, que la classe suivante. Et puis les autres classes, finalement, s'en sont assez bien tirées. Elles étaient déjà suffisamment âgées pour échapper au front. Quand vous regardez le même... Alors, j'ai représenté à droite la courbe de survie actuelle, enfin actuelle, de la génération née en 65, je crois que c'est ça, oui. Oui, c'est ça, en 64. Bon. Et la fin est évidemment extrapolée, parce qu'elle n'a pas encore disparu, cette génération. Mais vous voyez à quel point les courbes de survie ont complètement changé depuis en l'espace d'un siècle. Donc, si vous regardez maintenant la même représentation pour les... Donc ça, c'est la génération née en 94, avant et après la guerre. Vous voyez donc la chute formidable que j'ai évoquée tout à l'heure. Ça, c'est les courbes de survie des femmes. Et là, elles se rangent comme à la parade. Plus vous appartenez à une génération jeune, plus vous profitez des progrès de la médecine, de la nutrition, etc. Et d'ailleurs, pendant la guerre de 14, l'espérance de vie des femmes a continué d'augmenter comme si de rien n'était. C'est une guerre assez particulière où ce sont essentiellement les hommes qui ont été touchés. Vous avez d'autres exemples de guerre au même moment où le profil est complètement différent. La guerre civile mexicaine, par exemple, qui va durer 10 ans à peu près pendant la guerre de 14, eh bien, va toucher toutes les générations et les deux sexes, parce que c'était une guerre de terre brûlée, c'était une guerre de bandes qui parcouraient tous les pays, donc là, des guerres civiles touchent toutes les populations, alors qu'une guerre militaire classique ne va toucher que les hommes. Vous voyez le contraste saisissant entre les deux probabilités de survie. Bon, j'arrive à la fin, c'est peut-être l'avant-dernière
diapositives. J'espère que je n'ai pas abusé de votre temps et que vous n'êtes pas trop ennuyés. Donc, aujourd'hui, quels sont les critères de bon gouvernement? J'avais commencé à aborder la chose. En économie, voilà, l'indice des prix, le pouvoir d'achat, le taux de chômage, tout ça, ça fait le consensus. On sait que plus le taux de chômage est élevé, moins bien c'est. Enfin, et donc, on est habilité à s'en prendre au gouvernement qui n'a pas réussi à faire baisser le taux de chômage, à accroître le pouvoir d'achat, etc., etc. Toutes ces questions-là sont très sensibles encore aujourd'hui. En démographie, c'est un peu plus compliqué. La baisse de la mortalité infantile, c'est évidemment un objectif positif. Ça se retrouve dans les objectifs du millénaire des Nations Unies. Enfin bon, c'est quelque chose sur le... Voilà, c'est les signes de bon gouvernement, c'est la mortalité infantile baisse. Et d'ailleurs, l'indicateur de la mortalité infantile est une très bonne synthèse de l'état d'une population en général. La croissance de la population, déjà, c'est très discuté. Il y a des gens qui considèrent que ce n'est pas bon que la population croisse et qu'il vaudrait peut-être mieux qu'elle décroisse, en tout cas dans certaines sociétés. Donc là, ça ne va pas de soi. Sur l'immigration, alors là, il n'y a aucun consensus, puisque la question de savoir si c'est bien qu'elle augmente, qu'elle baisse, etc., complètement déchire toutes les opinions. Et puis, il n'y a pas non plus de consensus sur le fait de partager équitablement l'accueil entre des exilés, entre les pays, etc. Enfin bon, je n'ai pas besoin de faire l'article là-dessus. Je terminerai en disant que, tout ça, il y a des recherches encore à faire. Je n'ai fait qu'effleurer un certain nombre de sujets. Comment l'Église a-t-elle pris le tournant de la lutte contre la mortalité précoce? Quand est-ce qu'elle a renoncé à son fatalisme? Alors, on sait que le catholicisme social qui s'est développé au XIXe siècle a joué un rôle dans une prise de conscience qu'il fallait lutter contre la mortalité infantile. Il y a un certain familialisme. Vous savez qu'au XIXe siècle, l'Église développe de façon incroyable le culte de Marie, de Joseph, de la Sainte Famille, au point que le nombre d'enfants qui vont s'appeler Joseph ou Marie est absolument considérable. C'est parfois plus de la moitié des enfants dans certaines provinces. Donc là, mais du coup, en même temps, ce familialisme va aussi développer un certain amour des enfants, une préoccupation pour les enfants. Et le brave Joseph, qui n'apparaît quasiment jamais dans la Bible, là, est mis à contribution pour s'occuper de la famille. Et puis, il y a toutes les théories, alors c'est surtout dans le monde anglo-saxon, et l'Église, pendant longtemps, l'Église louait les vies courtes. Le Christ, après tout, était mort à 33 ans, c'était une vie magnifique. Donc, vita longa, vita brevis, il y avait cette opposition, et pendant longtemps, on louait, y compris dans les milieux catholiques, on louait la vie brève. À côté du Christ, il y avait Hercule, ou il y avait Achille, c'était Achille. Et il y avait l'exemple du Christ et l'exemple d'Achille, qui étaient deux exemples de vie brève, tout à fait honorables et dignes d'éloge. L'idée que le prolongement de la vie, le prolongévitisme, comme disent les éthiciens britanniques, doit être valorisé, c'est quelque chose à quoi l'Église a souscrit de façon très, très tardive. Et donc, je termine par cette formule, entre le premier Zus-Milch et Condorcet, donc dans l'intervalle entre 1742 et 1793, la providence disparaît. Condorcet n'accorde plus aucun rôle à la providence ou à la divinité, il n'en parle jamais. Il y a une vision laïque de l'État-providence, comme nous allons l'appeler sur le modèle britannique, mais qui n'a rien à voir avec la vision théologique de l'ordre divin échafaudée par Zus-Milch et l'Église de façon générale. Ce qui me fait penser à la fameuse discussion de Napoléon et de Laplace, parce que je tiens compte du fait que nous sommes dans une institution d'astronomie, et donc Laplace présente son système cosmologique à Napoléon, et Napoléon dit « Bon, magnifique, très bien, mais Dieu dans tout ça, quelle place a-t-il » Et Laplace répond « Sire, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. » Merci pour votre attention. Merci François. Je présume que ça va susciter des réactions, des questions. Je me demandais quelle était la situation à l'étranger. Pardon ? Je me demandais comment les choses ont évolué à l'étranger en parallèle. L'Angleterre a aussi partagé. En Angleterre, il y avait le côté spéculatif sur les chances de survie, ce qui a donné lieu à l'actuariat. Toute cette école s'est après à bifurquer entre la démographie désintéressée, disons,
et l'actuariat qui vraiment s'applique au traitement des rentes, des assurances, etc. En Angleterre, il y a eu aussi la physicothéologie. Il y a un exemple fameux, c'est un certain Arbuthnot, qui était membre de l'Académie royale des sciences et qui va faire publier un texte qui va avoir un succès énorme dans toute l'Europe, qui est la démonstration de l'existence de la providence par les chiffres par la proportion des filles et des garçons à la naissance. Arbuthnot découvre qu'il y a, alors on ne disait pas à l'époque 105 garçons pour 100 filles, mais 17 garçons pour 16 filles. Bon, il fait cette proportion-là. Et il dit, mais ça illustre la providence, puisqu'effectivement, il va y avoir une surmortalité des garçons, déjà à la naissance, mais surtout au moment des expéditions vers les colonies, des traversées maritimes, du service militaire, etc. Et donc, la providence fait en quelque sorte une analyse de genre. Elle sait que l'exposition des deux sexes n'est pas la même à la mortalité, et donc elle corrige à l'avance le taux de masculinité en mariage, parce qu'il y avait l'idée qu'il fallait que les effectifs des conjoints soient exactement équivalents au mariage. Bon, c'est faux, hein, c'est pas nécessaire du tout. Non, parce qu'il suffit qu'il y ait des décalages, des écarts d'âge entre les conjoints et des effectifs plus nombreux chez les jeunes que chez les personnes âgées, etc., pour qu'en réalité l'équilibre matrimonial s'accomplisse. Mais vous voyez, cette démonstration de l'existence de la providence par le fait qu'elle anticipe la surmortalité des garçons dès la naissance, c'est un bel exemple. Mais ensuite, effectivement, l'Angleterre va même devancer la France dans la mise en œuvre des politiques de santé publique. L'assainissement des rues à Londres a beaucoup précédé de loin ce qui pouvait s'observer en France. Arthur Young, dans son fameux voyage avant la veille de la Révolution, constate à quel point Paris est absolument couvert d'immondices par rapport à Londres, quoi. Donc l'Angleterre a été, de ce point de vue-là, avait d'ailleurs des taux de mortalité, y compris de mortalité infantile, qui au long du XIXe siècle étaient inférieurs, vraiment de façon sensible, à ceux de la France. La France était assez en retard de ce point de vue-là. Ouais. Question sur le rapport de masculinité à 100-500. Oui. En dehors de la providence, est-ce qu'on a une piste explicative? Ça reste assez mystérieux toujours. Il y a des auteurs qui ont prétendu qu'il y avait un traitement différentiel des naissances, de la vie intra-utérine, qu'on s'occupait davantage des filles et moins des garçons. Ça n'a jamais été prouvé. Non, on ne sait pas. On ne sait pas. Et il y a eu pas mal de recherches là-dessus. On ne connaît pas le mécanisme biologique qui explique pourquoi il naît un peu plus de garçons que de filles. Et c'est une constante. Hein. C'est ça qui est important, c'est que c'est vraiment une constante observée dans le monde entier. Et c'est justement parce qu'il existe cette constante que lorsqu'elle est violée, lorsqu'on observe un ratio du genre 120 garçons pour 100 filles, voilà, là c'est évident qu'il y a une intervention humaine dans cette constante et que l'avortement sélectif des filles possible grâce à l'échographie. Hein, voilà. Dans certaines provinces de Chine, on a atteint jusqu'à 130 naissances masculines pour 100 filles. Certains États de l'Inde, et notamment les plus développés, comme le Kerala, étaient arrivés aussi à ces chiffres-là. Donc, mais là, il y a une réaction très, très vive des Nations Unies, du Fonds national pour les actions de population. Nous avons participé, nous, l'INED, à ça. Je me souviens qu'on avait réuni à Pondichéry des experts chinois, des experts indiens de la lutte contre l'avortement sélectif des filles, qu'ils échangeaient leurs pratiques, ils découvraient un petit peu leurs méthodes respectives. Et ça a marché. Il y a eu une redescente des taux de surmasculinité des naissances. Avez-vous d'autres questions, commentaires? Là-bas. Où? Ici. Pardon. Est-ce que vous avez regardé la chronologie précoce de la baisse de mortalité? Parce que moi, dans mes études, on m'a toujours dit que Semmelweis, que Oui. vous connaissez sans doute, Oui, bien sûr. Oui. A été une véritable révolution et a fait vraiment tomber
Alors, il n'a pas été écouté tout de suite. Donc Semmelweis, ce médecin autrichien, en fait, d'origine hongroise, viennois, oui. Il a maintenant sa statue dans le hall de l'université de Vienne. Hein. Mais enfin, il découvre donc effectivement 2 salles d'accouchement qui étaient dans 2 conditions différentes. Il y en avait une où travaillaient des médecins qui étaient passés par les autopsies, et puis l'autre, des étudiants qui ne passaient pas par l'autopsie. Et donc, la première salle d'accouchement avait un taux de mortalité maternelle aussi, je n'ai pas évoqué la mortalité maternelle, hein, la mortalité des mères à l'accouchement, et une mortalité infantile qui était nettement supérieure. Il fait ses expériences, il varie, enfin, c'est extraordinaire le travail scientifique qu'il a fait. Il n'est pas pris au sérieux, hein, il va être complètement ridiculisé, discrédité. Il se trouve d'ailleurs qu'il y a un personnage connu qui a fait sa thèse sur Semmelweis, c'est Céline. Hein, le Détouche, le médecin, a fait sa thèse sur Semmelweis, qui est une thèse assez... qui s'intéresse surtout à la façon dont Semmelweis a été ridiculisé par ses collègues. Hein. Ça passionne Céline dans sa thèse sur Semmelweis. Mais il pointe quand même du doigt autre chose, si je me souviens bien, oui. C'est que ces femmes dont il est question sont des filles mères, la plupart du temps. La plupart des femmes des sociétés plus élevées, elles accouchaient chez elles, elles n'étaient pas... ah oui, alors, pas oui ce problème. Voilà. Mais ça ne participait pas de la démonstration, effectivement. Donc la démonstration, c'est vraiment... Parce qu'à un certain moment, il dit on va intervertir les 2 salles de couchement. Ouais, les médecins qui travaillaient dans la salle numéro 1 vont désormais travailler les étudiants en médecine, hein, vont désormais travailler dans la salle numéro 2 et vice-versa. Et là, il voit que les taux de mortalité accompagnent le chassé-croisé. Hein. Ça, c'est quand même génial, hein, c'est une simplicité formidable. Ouais. Merci d'abord pour nous avoir tant instruits. Une question actuelle. Oui. Nous voyons de grands débats sur la présence de maternités ou de salles d'accouchement dans le territoire. Oui. Certains soutiennent qu'il est nécessaire, pour des raisons d'urgence, de les multiplier. D'autres médecins pensent qu'il vaut mieux avoir moins de maternités, mais mieux équipées, que de le répartir sur tout le territoire. Est-ce qu'il y a des données ? Oui, il y a des données, et les données sont nettement en faveur de la concentration. Parce que la concentration, c'est pas simple. C'est surtout le nombre d'actes que les praticiens peuvent exécuter. Et donc, plus vous en faites, plus vous êtes expérimenté, et mieux ça marche. Donc, moi, j'ai toujours trouvé que cette polémique était un petit peu exagérée pour un événement qui va arriver une ou 2 fois dans la vie, ou 3 fois. C'est pas comme les dispensaires de santé, c'est pas comme la poste, c'est pas comme le supermarché, etc. C'est un événement qui est quand même exceptionnel dans la vie, donc, et qui est assez prévisible dans sa date, en gros. Hein. Donc l'idée qu'on puisse s'arranger quand même à l'avance pour accomplir le surcroît de distance nécessaire, me semble pas injuste. Donc si chaque arrondissement revendiquait sa maternité... Alors les maternités en France sont déjà très concentrées. Hein, c'est d'ailleurs pour ça que l'INSEE peut anticiper le chiffre des naissances dès le mois de novembre. Parce qu'il suffit d'échantillonner les communes où sont concentrées les maternités pour avoir déjà une idée à l'avance de la fécondité de l'année. Donc, voilà, mais mon avis va peut-être faire frémir d'autres personnes. La corrélation entre le nombre d'actes et les indicateurs de mortalité, etc., elle est vraiment nette. Hein. Dans toutes les spécialités, d'ailleurs, pas uniquement l'accouchement. Ouais. Bien, écoute, je crois que tout le monde a posé les... Tu avais une question à poser ? Oui. Non, moi, je voulais demander si on avait des indications sur le rôle des grandes famines, comme par exemple en Irlande, qui peuvent provoquer des immigrations et qui font chuter les populations. Est-ce que c'est irréversible ? Est-ce qu'on a vu des choses comme ça en France ?
Oui. Alors, il y a eu des pestes en France, Oui, par exemple, oui. La peste de Marseille, la dernière. Enfin, et puis il y a eu la grande peste de 1340, la peste noire au Moyen-Âge, qui a tué, semble-t-il, un tiers de la population européenne. Hein. C'est ça l'ampleur de la grande peste. Et donc qui est arrivé de l'Orient, c'est l'Empire mongol hein, qui essentiellement, en réunissant des populations qui étaient séparées, finalement crée un peu le bouillon de culture qui va... Et puis en plus, ça passe par Venise, par les ports, etc. Et les sociétés de l'époque avaient bien prévu ça. Alors, curieusement, ces sociétés se sont quand même relevées et dans les décennies qui ont suivi, les sociétés ont bien fonctionné. Donc il y avait une capacité de reprise, et c'est d'ailleurs ce que disent les intendants. Quand les bureaucrates leur disent « mais il y a sans cesse des épidémies, des famines, etc. », les intendants disent « oui, c'est vrai qu'on a encore ça malheureusement, on essaie... de pallier ces événements en organisant la circulation des grains, enfin, c'était une grande affaire, mais globalement la population se reconstitue. Alors, pas aussi vite qu'on l'a dit, hein. Il y a la fameuse formule de Napoléon lors de la bataille d'Eylau, je crois, qui est un véritable massacre, et il dit une nuit à Paris va reconstituer tout ça. Non, on peut dire que les guerres révolutionnaires et napoléoniennes ont eu des effets très négatifs sur la population de la France et qu'un des principaux facteurs de la sous-population de la France, qui a fait qu'on a dû faire appel à de la main-d'œuvre étrangère, qu'on n'a pas été peuplé le Nouveau Monde, contrairement à l'Angleterre qui avait des surcroîts de population, ou la Prusse, ou la Suède, ou l'Italie, etc. C'est parce qu'effectivement, on avait déjà une population ainsi affaiblie. Bon, on était en même temps très agricole, très centré sur des patrimoines qu'il ne fallait pas trop diviser, donc on a pratiqué la contraception à 50 ans d'avance hein, sur les autres pays. Mais oui, les guerres sont quand même, je l'ai montré avec la guerre de 14, c'est quand même un des grands facteurs de... Je rebondis là. Oui. Ce que tu montres là, le pic, il est dû à la guerre de 14 ou à la grippe espagnole? Non, là c'est la grippe espagnole. Oui, mais la grippe, c'est compliqué. La grippe espagnole a sévi parce que les populations étaient affaiblies par la guerre. Ouais. Hein, alors, moins en France que... Bon, en Allemagne, par exemple, il y a eu un blocus alimentaire qui fait que les Allemands ont beaucoup souffert de la faim pendant la guerre de 14, contrairement à la population française qui a toujours été correctement ravitaillée. Et le soldat allemand était stupéfait de voir l'abondance de la nourriture du soldat français en face. Donc, et 1945, c'est la guerre là? Ah bah oui, ça c'est la... oui, c'est aussi toutes les destructions de la guerre. Il y a eu, oui. Il y a encore une question derrière, mais Michel, si tu veux m'interroger, je suis prêt à répondre. Avez-vous étudié l'impact d'accidents comme par exemple... Alors, est-ce que ça relève de la légende urbaine, les histoires de grandes pannes d'électricité qui vont provoquer des pics de naissance, ou bien est-ce qu'il y a une réalité derrière tout ça? C'est complètement une légende. C'est complètement... Le grand shutdown de New York, je ne sais plus en quelle année, tout de suite les journalistes ont dit que ça va faire augmenter la natalité. Bien sûr, les démographes ont regardé ça 9 mois après et n'ont rien vu. Donc c'est une légende urbaine. C'est une légende urbaine, totalement. Et quid du Covid, avec le confinement et la nécessité de se distraire quand les programmes de télé deviennent un peu trop insipides? Alors, c'est compliqué le Covid parce que la situation était quand même assez difficile et quand il y a des situations économiques difficiles, les gens reportent leur projet de fécondité. Donc on a plus un effet de report que, voilà. Donc, mais bon, il y a encore des discussions parce que les données sont pas faciles à voir, mais pour l'instant, les données montrent que le Covid, non seulement au niveau national, enfin, a fait chuter les taux de fécondité. Une dernière question, puis on va clore. Oui, peut-être une question un peu décalée, mais un peu politique aussi. On voit que dans les programmes du Front National, il y a quand même l'idée de repeupler la France. Est-ce que tu peux commenter sur ce que ça laisse penser, peut-être les restrictions sur la possibilité d'avorter on a vu que quand même Marine Le Pen s'est opposée à mettre l'avortement légal dans la Constitution. Enfin un petit commentaire sur la repopulation qui nous attend.
Bon, voilà. Je ne vendrai pas la peau de l'ours. Alors, c'est vrai que dans les milieux ultra-conservateurs, d'ultra-droite, etc., il y a l'idée que l'avortement, c'est nuisible à la fécondité. Et il y a même eu, je ne sais plus, quelqu'un, c'est Bolloré, qui a expliqué que un avortement, c'était une naissance en moins. Alors ça a été complètement controuvé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que s'il y a tant d'avortements, il y a moins de naissances. L'avortement est malheureusement un système de contraception un peu spécial, consistant surtout à différer les naissances, mais quand on regarde le nombre final d'enfants, car c'est un indicateur très important, non pas la fécondité mesurée dans le moment, année après année, mais au total, en fin de vie féconde, combien d'enfants les femmes ont eu, sont très nombreuses à avoir avorté, et on ne mesure pas d'effet d'effet de la contraception sur la fécondité. Ça avait été beaucoup dit dans les années 76, quand il y a eu la discussion de la loi Veil, et l'INED, à ce moment-là, assez courageusement, le directeur de l'époque, Gérard Callot, qui était là depuis 3 ou 4 ans, qui était un homme assez conservateur, je dirais, a beaucoup lutté contre cet argument, et ça a valu à l'INED, d'ailleurs tout près de chez toi, le bâtiment de la rue du Commandeur a été barbouillé de sigles INED égale SS, parce qu'on était censé participer au massacre des innocents, en expliquant que la loi sur l'avortement n'allait pas diminuer le nombre de naissances. Et effectivement, il n'a pas diminué. Alors, évidemment, ce qu'on observe, ce qui est quand même dommage, c'est qu'on pensait qu'avec le temps, le nombre d'avortements allait chuter assez sensiblement, ce qui n'a pas été le cas. Et donc là, il y a aussi la faiblesse des programmes d'information dans les écoles. Enfin, on n'est pas au niveau pour la formation sexuelle dans les écoles, de loin pas. Donc voilà, c'est un peu... Mais non, croire qu'un avortement, c'est nécessairement une naissance en moins, c'est vrai instantanément, évidemment, l'enfant ne va pas naître. Bon. Mais il faut voir les projets des couples dans la durée jusqu'au nombre final d'enfants. Très courte, parce qu'on va toucher ça. Je vais faire c'est comme les enfants, c'est la dernière fois, la toute dernière. Ma question, c'est pourquoi est-ce que la démographie ou les études démographiques ne sont pas plus entendues, écoutées, et sont tellement l'objet de négation. Oui, ou de détournement. Oui. Ou de détournement, pourquoi? Alors, d'abord, assez bizarrement, et malgré tous les efforts qui ont été faits, on ne sait pas trop dans quelle discipline la démographie doit être enseignée. Alors, les historiens l'enseignent un peu à titre historique, les sciences économiques et sociales en parlent, les sciences naturelles, les sciences, en parlent aussi, etc. Mais finalement, il n'y a pas une localisation assez précise et forte de la démographie. Elle est un peu diluée dans différents types d'enseignements, et ça, c'est nuisible, je pense, à la discipline. Mais maintenant, quand on voit les débats politiques, à l'extrême droite, on se pique de démographie. On fait un grand usage des arguments quantitatifs. Le grand remplacement se prétend fondé sur une analyse démographique. Il y a une question ? Oui, je ne suis pas sûr qu'on n'est pas venu sur la question tout à l'heure, oui. Mais si on parle démographie, pas démographie, etc., la question de l'âge moyen des naissances, enfin des femmes, oui. Autrement dit, l'évolution qui fait que pour des raisons, je dirais, de mode de vie, mais pour des contraintes de vie aussi, l'âge où on a la première naissance, elle se décale vers le tard, et que, j'allais dire, pour l'avoir vu pas très loin de moi, oui. Un enfant, si je veux, malheureusement, parfois, il faut dire si je peux. Oui. Si on se prend un peu tard. Si vous voulez, bon, l'Europe, de façon classique, traditionnelle, n'avait pas un âge mariage précoce, contrairement à ce qui se passait dans les pays musulmans, par exemple, ou les pays africains. L'Algérie, le Maroc, etc., avaient un âge moyen au mariage qui était de 15-16 ans dans les années 70. Aujourd'hui, ça a considérablement évolué, c'est plutôt 30 ans.
à cause de l'élévation du niveau d'éducation, de la difficulté à se loger pour un couple, etc. Donc le mariage est un élément une chose qui devient chère, difficile à acquérir dans les pays du Maghreb, par exemple. Donc, et comme ce sont des pays où la fécondité est très directement liée au mariage, il n'y a pas d'activité féconde hors mariage, avant le mariage, c'est très contrôlé. Du coup, dans les pays où le mariage est reculé, eh bien, il y a aussi un fort recul de la fécondité. Et c'est ce qui fait que l'Algérie et l'Iran sont les deux pays au monde qui ont connu les reculs de fécondité les plus forts, les plus rapides, puisqu'on est passé de 7 enfants par femme dans les années 70 à 2 et quelques, parfois moins, dans les années 90. C'est la transition démographique les plus rapides, au moment même où ces sociétés largement se réislamisaient. Ce qui est évidemment très intéressant, parce qu'on avait, pendant longtemps, je me souviens dans les années 70, on expliquait la haute fécondité des pays musulmans par le fatalisme islamique, le patriarcat, etc. On avait des explications culturelles. L'islamisme n'a pas disparu, le patriarcat est encore très solide, mais il a suffi que les femmes soient plus éduquées, que le mariage soit reculé, que la fécondité. Donc, je me méfie beaucoup des explications culturelles. Alors, l'Europe a toujours eu un mariage relativement tardif, du genre 23, 24 ans, etc., par rapport à ce qui existait dans d'autres aires du monde. Actuellement, quelle est la situation? C'est en moyenne, les femmes ont un enfant à 31 ans. Il y a un enfant avant 31 ans, un autre pas tout à fait après 31 ans. Mais c'est vrai que pendant le baby-boom, c'était plutôt 27, 28, quelque chose comme ça. Donc, voilà. Mais on est encore très loin. Évidemment, ça n'est qu'une moyenne, et forcément, vous avez une grande dispersion, et certains couples, effectivement, attendent trop longtemps, parce que bon, ça a été mesuré aussi, de façon très précise, la fertilité, qui n'est pas la fécondité, la fertilité, c'est-à-dire la possibilité de concevoir, la probabilité de concevoir dans des périodes fécondes, eh bien, baisse avec l'âge, plus rapidement que les gens ne le pensent. Dès 35 ans, il y a vraiment une chute importante, en gros. Eh bien, merci vraiment pour toutes ces explications. Avant de vous quitter, et puis de vous laisser aller partir pour de nouvelles aventures, je vais quand même annoncer le colloque annuel de l'Union rationaliste qui s'intitule « Quels engagements des scientifiques face à la crise environnementale ?» Le colloque se tiendra samedi 22 juin, donc c'est à la fin de cette semaine, de 11h à 18h à l'École normale supérieure, salle du SAN, mais ça sera évidemment indiqué, fléché. Donc l'accueil commence à 11h et ça se termine donc à 18h. Il y aura 4 sessions importantes: les attentes de la société, les nouvelles orientations des chercheurs, la parole des scientifiques dans les médias et l'expertise scientifique et les décisions politiques. Voilà, donc l'entrée est libre. Il y a une inscription normalement qui est demandé. Il suffit d'aller sur le site de l'Union rationaliste, vous trouverez assez facilement. Mais enfin, vous y êtes accueillis avec grand plaisir. Donc nous vous y attendons. Voilà. Bonne soirée et merci François.